Alors bonjour, bienvenue à une autre capsule sur le casse-tête du diabète. Mon nom est Kathleen Raby, je suis interniste à l'IUCPQ et aujourd'hui la capsule va porter sur les combinaisons. En fait, les combinaisons multiples qui sont disponibles pour traiter les patients diabétiques de type 2. Alors, ces différentes capsules sont produites grâce au support d'AstraZeneca. Le contenu scientifique, par contre, leur est totalement indépendant et relève de ma responsabilité. J'ai des conflits d'intérêts parce que je suis impliquée en diabète avec toutes les compagnies, mais je n'ai pas d'intérêt financier dans l'une ou l'autre d'entre elles. Alors, les différents objectifs de cette série de capsules, vous les avez devant vous. L'objectif est surtout de revoir le traitement sous toutes ses facettes du diabète de type 2. Comme je vous l'ai mentionné aujourd'hui, ça va porter plus spécifiquement sur les différentes combinaisons qu'on doit souvent utiliser pour le traitement du diabète de type 2. En fait, traditionnellement, on était très contemplatif dans le traitement du diabète. Alors, plusieurs d'entre vous allez vous rappeler qu'on commençait la diète, on attendait 3-4 mois, on commençait une demi-pilule de metformine, on attendait 3-4 mois. Donc, on était très contemplatif, si bien que oui, il y avait des améliorations de la glyquée, mais on n'atteignait jamais l'objectif. Et au bout de plusieurs années, on se rendait compte que finalement, on avait escaladé d'une manière beaucoup trop prudente parce qu'on n'obtient jamais les cibles au bout de la ligne. L'approche actuelle est une approche beaucoup plus agressive parce que l'approche traditionnelle nous permettait, ou plutôt permettait aux patients malheureusement de développer les complications microvasculaires ou macrovasculaires. Maintenant, on propose une approche beaucoup plus agressive, une association très précoce de 2 thérapies, 3 thérapies, de façon à atteindre les objectifs idéalement en dedans de 6 mois, de maintenir l'objectif qu'on se sera fixé, que ce soit 7, 7,5, 6,5 selon le patient, et de réagir très rapidement lorsque l'hémoglobine glyquée remonte et de ne plus tolérer l'inertie clinique. Alors, cette approche beaucoup plus agressive nous permet d'accéder au concept d'effet héritage du diabète, c'est-à-dire traitons agressivement précocement pour, dans 10, 15, 20 ans, réduire les complications qui y sont reliées. On a maintenant une multitude de thérapies qu'on peut utiliser en diabète de type 2 parce qu'on sait maintenant sur le plan physiopathologique qu'il y a plusieurs organes d'impliqués. Alors, commençons par le plus traditionnel, le pancréas. Évidemment, le pancréas a un rôle à jouer très significatif dans le diabète de type 2. Et vous connaissez les thérapies qui peuvent agir à ce niveau. Bien sûr, les sulfos parce que ce sont des sécrétagogues, mais les incrétinomimétiques comme les DPP4 et les agonistes GLP1 agissent au niveau du pancréas. Les incrétinomimétiques agissent aussi au niveau intestinal parce qu'on sait que c'est via l'effet au niveau intestinal qui est libéré le GLP qui est l'intermédiaire, si on veut, à la sécrétion insulinique et à l'inhibition du glucagon. Donc, la diminution de l'effet incrétine qu'on retrouve chez les patients diabétiques est améliorée avec les incrétinomimétiques que sont le DPP4 et le GLP1. Mécanisme assez récent, c'est l'effet du rein ou le rôle du rein dans la gestion de la glycémie. On sait que les SGLT2 ont un rôle à jouer au niveau du rein, donc un rôle totalement indépendant de l'insuline en bloquant la réabsorption du glucose au niveau du tubule proximal, provoquant une glucosurie pharmacologique. Finalement, le foie qui produit du sucre, la gluconéogenèse hépatique, peut être diminué, encore une fois, par les incrétinomimétiques, mais aussi beaucoup par la metformine. Alors, d'où l'intérêt de la metformine, entre autres, et d'où l'intérêt de maintenir la metformine à tous les stades de traitement, parce que le rôle sur la gluconéogenèse est très évident. Finalement, les agonistes GLP1 ont un rôle à jouer au niveau du cerveau en diminuant l'appétit,
en améliorant la satiété aussi. Et donc, ils ont un effet plus central. Donc, globalement, le pancréas, les intestins, le rein, le cerveau, le foie, évidemment le muscle et le gras là, dont j'ai peu parlé, tous ces organes ont un rôle à jouer dans l'homéostasie du glucose et l'une ou l'autre des thérapies actuellement disponibles agissent sur l'un ou l'autre de ces mécanismes. Vous allez comprendre donc pourquoi la synergie médicamenteuse est si intéressante, c'est qu'on va solliciter différents mécanismes qui, ensemble, sont beaucoup plus efficaces que l'un ou l'autre pris séparément. La plupart des médicaments ont un mode d'action dépendant de l'insuline. Alors, la metformine, les sulfos, les agonistes GLP-1, les inhibiteurs de la DPP-4 et le gluconome, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Les SGLT2 ont un mode d'action totalement indépendant de l'insuline. Ils agissent au niveau du rein, en augmentant l'excrétion urinaire de glucose. Donc, c'est ce qui les rend très intéressants pour le long terme, les SGLT2, parce qu'on sait que le diabète type 2 est une maladie qui évolue. Le pancréas perd de la sécrétion insulinique avec le temps. Donc, les SGLT2, en ayant un effet totalement indépendant de l'insuline, on peut espérer une efficacité qui va se maintenir à long terme, qui va nous permettre de maintenir nos hémoglobines glycées adéquates à long terme, étant donné que c'est totalement indépendant du pancréas. Brièvement, revoyons encore une fois l'algorithme de traitement qui nous dit d'entrée de jeu que lorsque l'hémoglobine glycée est supérieure à 8,5 %, on devrait considérer un traitement associatif. On devrait considérer, oui, évidemment, la metformine qui est la première ligne de traitement, mais on devrait considérer la metformine en association avec une autre thérapie. Le meilleur choix, quel est-il? Bien, c'est sûr que les récentes recommandations qui ont été revues nous disent que quand il y a une maladie cardiovasculaire clinique, bien, un agent anti-hyperglycémiant qui a démontré un bénéfice cardiovasculaire, comme les SGLT2 ou comme les agonistes GLP-1, bien, devrait être privilégié à cause de la cardioprotection. On sait par contre que ces classes-là, étant donné leurs effets bénéfiques sur le plan métabolique, c'est-à-dire la perte de poids, l'amélioration de la tension artérielle pour le SGLT2, même s'il n'y a pas de maladie cardiovasculaire clinique, ça demeure une classe très intéressante en deuxième ligne après la metformine. Alors, les inhibiteurs de la DPP-4 aussi sont très intéressants en association parce qu'on les voit ici. Alors, ils amplifient l'effet de l'agoniste GLP-1 physiologiquement libéré par l'intestin, avec des baisses d'hémoglobine glycée autour de 0,7 % et pas d'hypoglycémie, neutre sur le poids. Ils sont très intéressants en association avec la metformine. Sont-ils efficaces? On va le voir dans quelques diapositives, mais vous allez voir que oui, ça nous amène des baisses supplémentaires d'à peu près 0,6 à 1 % en association avec la metformine. Les SGLT2, j'en ai parlé tantôt, alors oui, très intéressant en traitement combiné, augmente l'excrétion urinaire de glucose, baisse de 0,7 à 1 %, pas d'hypoglycémie. Finalement, les agonistes GLP-1, alors qui encore une fois ont un effet incrétinomimétique, mais un effet central aussi en diminuant l'appétit, en augmentant la satiété. On en a maintenant qui se donnent de façon hebdomadaire, comme le Trulicity ou le Biduréon, et on a le Victoza qui se donne de façon quotidienne, et ça amène des baisses d'hémoglobine glycée très intéressantes et pas d'hypoglycémie lorsqu'elle est utilisée en monothérapie ou en association avec d'autres thérapies qui ne causent pas d'hypo. Si on regarde un peu les données scientifiques, alors inhibiteur de la DPP-4 en association avec la metformine, gardez. On va chercher 0,7-0,8 % de baisse supplémentaire comparée au placebo. Et ça, c'est ajouté à la metformine. Et les trois sont comparables. Donc, oui, ça marche. Oui, ça vaut la peine de faire du traitement combiné. Si on regarde les SGLT2, même chose. En association avec la metformine ici, des baisses de près de 0,8 à 1 %. En association au sulfo, en trithérapie,
en association avec l'insuline. Donc, peu importe ce à quoi on associe le SGLT2, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va chercher un autre mécanisme physiopathologique, c'est-à-dire qu'on agit au niveau du rein, contrairement aux autres thérapies qui agissent plus au niveau du pancréas et du foie. Si on compare un petit peu les SGLT2 et les inhibiteurs de la DPP4 en association avec la metformine, je m'excuse, le graphique est assez chargé, mais ce sont toutes les études justement qui ont revu ça, SGLT2 versus DPP4, et on voit que vers la gauche, on favorise les SGLT2, vers la droite, on favorise les DPP4, mais on voit que régulièrement, l'intervalle de confiance recoupe l'unité. Donc, toutes les deux, ce sont des thérapies tout à fait défendables en association avec la metformine. Globalement, la différence est minime entre l'efficacité utilisée en bithérapie avec la metformine, sauf qu'encore une fois, puis je reviens constamment là-dessus, c'est certain que les effets métaboliques du SGLT2 avec la perte de poids, la néphroprotection et la cardioprotection font en sorte qu'ils ont un plus ou qu'ils font en sorte qu'il y a un intérêt supplémentaire à les utiliser. Si on regarde justement comparativement, alors si on compare SGLT2, donc le Forxiga, versus le saxagliptin en association avec la metformine. Alors, ce qui est en mauve, c'est le Forxiga. Ce qui est en jaune, c'est le saxagliptin, donc le Onglisa. On voit que globalement, quand les hémoglobines glyquées sont supérieures à 8, on fait mieux, lorsqu'on le peut, d'y aller avec un SGLT2. On va avoir des bienfaits plus marqués sur l'hémoglobine glyquée, probablement à cause des effets autres comme la perte de poids. Lorsque l'hémoglobine glyquée est inférieure à 8, les effets sont moins marqués, la différence est moins marquée. Donc, on peut se permettre soit SGLT2 ou DPP4. Donc, voilà ce qui est résumé ici. Et ces données-là, je vous les présente pour le Forxiga ou le Onglisa. Et c'est les mêmes, j'ai pas mis la diapo ici, mais le Trajenta et l'empaglifloxine ont exactement les mêmes données. Si on regarde l'efficacité de l'ajout d'un SGLT2 chez un patient qui est déjà traité avec la metformine et le DPP4, comme ça arrive de plus en plus, parce que avant l'arrivée des SGLT2, on avait les DPP4, donc beaucoup de patients reçoivent le combo metformine-DPP4. Bien, on voit qu'ici, c'est les données pour la Cana, le Forxiga et l'AMPA. On voit qu'il y a quand même un avantage à utiliser ou à ajouter un SGLT2 à un traitement combiné de metformine DPP4 pour le gain sur l'hémoglobine glyquée. Donc, ça vaut la peine d'y aller avec une trithérapie. Je vous dirais que l'association des deux qu'on voit ici en rouge, le Onglisa avec l'ADAPA, et la MET, donc les trois. Mais l'association des deux, DPP4 et SGLT2, peut amener des baisses d'hémoglobine glyquée qui sont quand même très significatives. Regardez ici, on est parti de près de 9,5, puis on se ramène à un peu en deçà de 7,5. Lorsque l'hémoglobine glyquée est très élevée, on peut donc aller chercher des baisses de 2 à 2,5 % d'hémoglobine glyquée avec la combinaison des deux versus le DPP4 metformine ou versus le DAPA metformine seul. Encore une fois, l'association des deux, selon les différentes hémoglobines glyquées, on voit que plus l'hémoglobine glyquée est élevée, plus on va chercher un gain, un bénéfice intéressant. Maintenant, un traitement de fond avec metformine SGLT2, mais est-ce que ça vaut la peine, dans ce cas-là, d'ajouter un DPP4? Alors, c'est un peu à l'inverse. Mettons que notre deuxième ligne a été un SGLT2. Est-ce que ça vaut la peine d'ajouter un DPP4? Bien, on voit ici, encore une fois, qu'on a, oui, un gain. C'est avec l'AMPA, glyfloxine, et ici, c'est avec le saxagliptin, en fait, à qui on a ajouté la DAPA. Donc, on voit qu'il y a un gain de 0,5 % d'hémoglobine glyquée. Donc, on va chercher quand même un bénéfice lorsqu'on ajoute un DPP4, que ce soit ici, tantôt j'ai dit l'AMPA, mais c'est le Trajenta qu'on a associé au SGLT2 metformine et
le Ondelisa qu'on a associé à la DAPA-metformine. Pourquoi il y a un gain? Bien, c'est probablement à cause de l'effet sur le glucagon. Alors, vous savez, les inhibiteurs du SGLT2 agissent au niveau rénal, n'ont aucun effet au niveau pancréatique, mais amènent quand même une petite augmentation du glucagon après les repas. En donnant un inhibiteur de la DPP4, va aller bloquer cette hausse-là du glucagon après les repas. Donc, bénéfice évidemment sur la glycémie, sur l'hémoglobine liquée. Puis on le voit bien ici, regardez. DAPA plus metformine seul, et ça, c'est les changements de la concentration du glucagon. Alors, on voit que le glucagon est quand même élevé, DAPA plus metformine seul. Ici, Ondelisa plus metformine, donc DPP4 plus metformine, glucagon n'est pas élevé après le repas. Ici, à notre combinaison DAPA-metformine, on associe un inhibiteur de la DPP4, donc le Ondelisa dans ce cas-ci. On bloque la hausse de glucagon qui survient avec le SGLT2. Et c'est sans doute comme ça qu'on va chercher le bénéfice sur l'hémoglobine liquée en associant un DPP4 par-dessus un traitement de fond avec metformine SGLT2. Encore une fois, si présenté là, graphiquement la combinaison DPP4-SGLT2, alors si on décortique un peu plus, l'inhibition du SGLT2, bien sûr, amène une hausse de l'excrétion urinaire de glucose. Rétroactivement, il y a une hausse du glucagon qui, elle, est bloquée par le DPP4. Le DPP4 aussi va agir au niveau du pancréas, augmentant la sécrétion insulinique. Et le DPP4 agit aussi au niveau du foie. La combinaison de SGLT2, DPP4 va donc solliciter différents mécanismes physiopathologiques dans l'homéostasie du glucose, si on veut. Donc, on agit sur différents mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2 et c'est pour ça que la combinaison des deux fait du sens et est très efficace. Donc, la trithérapie SGLT2, DPP4, metformine, il y a un bénéfice sur l'hémoglobine glyquée. Je vous l'ai montré en des baisses supplémentaires 0,5 à 0,7. La perte de poids est là avec le SGLT2. On profite du bénéfice métabolique et cardiovasculaire du SGLT2 et on profite du bénéfice de l'inhibition du glucagon grâce au DPP4. Quelques mots sur les sulfos. Où on les place là-dedans? Parce que là, on a beaucoup parlé de la combinaison metformine, DPP4, SGLT2. Qu'en est-il des sulfos? Bien, les sulfos, ils ont été comparés quand même ici au SGLT2, le Forxiga et l'Invokana. Puis on voit sur 2 ans que finalement, sur l'hémoglobine liquée, on a bien plus de bénéfices à laisser le SGLT2 ou à utiliser le SGLT2 en association avec la metformine plutôt qu'un sulfo. Et même chose dans l'étude comparant la canaglifloxine et la glimépiride qui est un sulfo. Donc, si on fait versus en association avec la metformine, on est beaucoup mieux avec le SGLT2. En plus, si on regarde sur le poids, bien, tout le monde sait que les sulfos font prendre du poids, alors que notre SGLT2 va nous faire perdre du poids. Donc, des différences ici au bout de 4 ans de presque 4,5 kg quand on compare sulfo avec le Forxiga. Et finalement, l'hypoglycémie, on sait encore une fois que les sulfos sont champions de l'hypo, alors que les SGLT2 n'en donnent pas. Donc, hormis le fait que le contrôle de l'hémoglobine liquée est meilleur à 2 ans lorsqu'on utilise un SGLT2, le contrôle du poids est meilleur à 4 ans lorsqu'on utilise un SGLT2, et bien en plus, on n'a pas d'hypo. Donc, c'est sécuritaire pour nos patients. Les sulfos sont
sans contredit, les champions de l'hypoglycémie. On le voit ici sur une méta-analyse où tous les antidiabétiques oraux en ajout à la metformine étaient comparés par rapport à l'hypoglycémie. Puis on voit évidemment que le sulfo et le gluconome sont les champions versus les inhibiteurs de la DPP4 et les agonistes GLP1 en termes d'innocuité, donc de sécurité. Donc ça aussi, ça défavorise nettement les sulfonylurées. Maintenant, l'agoniste GLP1, on n'en a pas beaucoup parlé. Y a-t-il un intérêt de l'agoniste GLP1 en association avec l'inhibiteur SGLT2 en traitement d'association? Bien, la réponse, c'est oui, parce qu'encore une fois, ils agissent sur des mécanismes totalement différents. Alors ici, on note notre SGLT2 qui améliore le diabète, améliore la tension artérielle, la rigidité vasculaire, fait perdre du poids. Et on a notre agoniste GLP1 qui agit sur l'appétit, qui agit sur le pancréas pour augmenter l'insuline, inhiber le glucagon, qui agit ainsi au niveau cardiaque, qui amène un ralentissement de la vidange gastrique et tout ça aussi avec comme objectif ultime de baisser la glycémie, baisser la tension artérielle et faire perdre du poids. Est-ce qu'on a des données par rapport à l'utilisation des deux ensemble? Donc, agoniste GLP1 couplé à SGLT2. Alors oui, on a l'étude Duration 8, qui est une étude multinationale à double insu de 28 semaines, où le biduréon, donc l'exénitide une fois par semaine, était associé au Forxiga versus l'exénitide seul, donc l'agoniste GLP1 seul, versus le SGLT2 seul. Donc, la combinaison des deux versus l'un ou l'autre pris isolément. Et le paramètre primaire était l'hémoglobine glyquée. Alors, si on regarde les données, vous voyez ici la combinaison des deux qui est en mauve. Par rapport à l'hémoglobine glyquée de départ, on a eu des baisses de 2 % d'hémoglobine glyquée quand on donnait agoniste GLP1 avec SGLT2 versus l'agoniste GLP1 seul, donc le biduréon une fois par semaine, versus le Forxiga une fois par jour. Alors, les baisses d'hémoglobine glyquée sont plus significatives lorsqu'on associe agoniste GLP1 et SGLT2. Donc, il y a de l'intérêt à l'utilisation des deux ensemble. Plus de patients atteignent la cible aussi d'hémoglobine glyquée inférieure à 7 % lorsqu'on utilise la combinaison des deux. Et encore une fois, c'était une étude relativement courte de 28 semaines. Finalement, la réduction du poids est plus significative avec l'association des deux, agoniste GLP1 et SGLT2, donc des pertes de poids de 3,4 kg, donc 7 à 8 livres en 28 semaines. Par rapport à l'hémoglobine glyquée de départ, bien, peu importe l'hémoglobine glyquée de départ, je vous dirais que la perte de poids était présente avec l'association des deux et la perte de poids était plus importante avec l'association des deux, donc le biduréon avec le Forxiga, que l'un ou l'autre pris isolément. Globalement, encore une fois, les tableaux d'accessibilité aux différentes combinaisons, vous les avez ici. Les combinaisons DPP4 metformine, ils sont tous codés. Donc, EN 150, lorsque vous voulez utiliser une molécule qui a tant le DPP4 que la metformine dans la même molécule. Les combinaisons SGLT2 metformine sont accessibles via assurance privée ou patients d'exception. Donc, globalement, si on résume les combinaisons versus l'hémoglobine glyquée, bien, avec la metformine, c'est sûr que le DPP4, ça fonctionne, 0,8 à 1 % de baisse. Le SGLT2, c'est un peu plus efficace. On peut aller chercher, selon l'hémoglobine glyquée, jusqu'à du 1,5 % de baisse. Les agonistes GLP1, ça fonctionne très bien. Et l'utilisation, comme je vous ai montré, des deux ensemble, ici en association avec la metformine, on a un bénéfice supplémentaire. Et finalement, l'inhibiteur du SGLT2, agoniste GLP1,
encore une fois, on a un bénéfice supplémentaire tant sur la glyquée que sur le poids. Si on regarde versus le poids, toujours en ajout avec la metformine, bien, le DPP-4, c'est neutre, on ne perd pas de poids. Contrairement au SGLT2, au GLP-1, on perd du poids et l'association SGLT2 agoniste GLP-1, on perd encore plus de poids. En conclusion, tout s'associe à la metformine, donc ça, il ne faut pas oublier ça. On a un bénéfice métabolique à l'association SGLT2, tant sur la tension artérielle, sur le poids, sur la néphroprotection que sur la cardioprotection. On a un bénéfice supplémentaire poids et hémoglobine glyquée à l'association SGLT2 et agoniste GLP-1. Et je vous dirais qu'il y a très peu d'intérêt résiduel à la sulfonylurée. Je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, donc ça me fera plaisir d'y répondre.